Le président Trump a-t-il finalement décidé de transformer la victoire en défaite? Et je ne parle pas seulement de l'Iran. Marc, tu sais, entre nous deux, tu as toujours été la plus optimiste. Alors, je te laisse répondre à celle-ci. Alors je vais être optimiste à propos de l'Iran. Il y a maintenant plus de 60 jours, puisque le protocole d'accord a été signé il y a un peu plus de 60 jours. Les Américains ont signé cet accord avec l'Iran. Et même, à l'époque, on l'appelait, je crois, l'accord Tsai. Rappelons à tout le monde le traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Mais beaucoup de gens comme vous disaient c'est terrible, Trump a capitulé, c'est terrible. Et pour vous citer récemment, il arrache la défaite des mâchoires de la victoire. Oui, mais la vérité c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours des 60 derniers jours? Il était censé y avoir un processus de négociation sur le programme nucléaire, après que la question, soi-disant, du détroit d'Ormuz ait été réglée. Et maintenant, la question du détroit d'Ormuz n'a pas été réglée. Les 60 jours n'ont jamais vraiment commencé. Les négociations sur le programme nucléaire n'ont même pas commencé. Et donc, je dis tout cela. Pourquoi? Parce que si vous êtes pessimiste, vous diriez, eh bien, Trump aurait capitulé et il y aurait eu un mauvais accord, comme un deuxième accord Obama. Cela ne s'est pas produit. Au contraire, Ruthie, on pourrait même dire que le blocus contre l'Iran est solide comme le roc. Leur économie est en train de s'effondrer. Leur population est privée d'eau, d'électricité. Leurs soldats ne sont pas payés. Le régime est en train de s'effondrer, et de façon dramatique. Chaque jour, leur situation empire. Ils sont isolés sur le plan international. Peut-être que des pays comme la Chine et la Russie leur apportent un soutien verbal, mais ils ne leur offrent aucun soutien concret. Le régime iranien subit une pression énorme, vraiment énorme, sans guerre totale, sans que les prix du pétrole ne flambent. Au contraire, les prix du pétrole se sont stabilisés, peut-être plus élevés qu'au début de la guerre, mais bien plus bas qu'au plus fort du conflit. N'est-ce pas une guerre d'usure que l'Amérique peut gagner? D'accord. Tout d'abord, vraiment, je déteste les guerres d'usure. Celle-ci aurait déjà pu être gagnée. Et voilà le problème. Les sanctions économiques contre le régime, c'est très bien. J'y suis totalement favorable. Et tu as raison, il pourrait s'effondrer sous cette pression. Le problème, c'est celui-ci. En attendant, le peuple iranien s'effondre aussi sous cette pression. Et ils étaient prêts à le faire. Tout comme les Israéliens ont toujours été prêts à endurer de grands dangers et des tirs de missiles pour que le travail soit accompli. Le peuple iranien a vraiment été héroïque à cet égard. Voilà le problème. Ils n'ont pas d'armes. Et le régime est un régime islamiste, djihadiste, avec une idéologie, pas seulement une question de sens des affaires ou d'absence de sens des affaires. Et, eh bien, il s'effondre sous la pression. Et pour le peuple iranien, descendre dans la rue est à nouveau problématique, parce que les gardiens de la révolution, les milices bassidj et l'armée les abattent. Il y a aussi des exécutions sur la place publique pour décourager quiconque d'oser le faire. Donc, c'est un problème. Mais un problème encore plus grand, je dirais, a à voir avec la perception de la victoire du côté de la République islamique. Et au Moyen-Orient, la perception est presque aussi importante que la réalité. Quand vous dites oui et l'administration Trump n'a signé aucun accord, vous avez raison, parce que le régime a dit non. Et au lieu de dire d'accord, vous savez quoi, c'est fini maintenant. Le président Trump a menacé à plusieurs reprises. Si vous ne le faites pas, je vais vous anéantir, ce genre de choses. Il l'a dit tellement de fois qu'ils ont compris que c'était comme l'histoire du garçon qui criait au loup. Ils ne le croient pas. Ils disent non, le détroit d'Ormuz est sous notre contrôle. Maintenant, nous ne savons pas exactement, parce que nous entendons Trump dire une chose et nous entendons la République islamique dire quelque chose de complètement opposé à propos du détroit d'Ormuz. Et il est difficile de savoir qui croire. Mais d'une certaine manière, cela n'a pas d'importance, parce que ce qui compte, c'est le fait qu'il le revendique toujours, qu'il continue de le dire. Rien à faire. Nous le contrôlons. Alors, oubliez même l'idée de négociation sur le nucléaire ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'ils font, c'est gagner du temps. Maintenant, ils n'ont pas beaucoup de temps à cause de leur économie. Et pour cela, je félicite vraiment le président Trump. Ce pourquoi je ne le félicite pas en ce moment, c'est de parler constamment de cela comme s'il y avait quelqu'un à qui parler ou un accord à conclure.
D'un côté, il dira, ce sont des menteurs. Et qui sait, ce sont des menteurs. Ils disent qu'ils vont signer un accord, puis ils ne le font pas. Et ils mentent à ce sujet. Oui, c'est vrai. Alors, tenez compte de vos propres paroles, Président Trump. Je pense qu'il mérite plus de respect. En fait, je pense qu'il y a une logique dans les déclarations que certaines personnes considèrent comme incohérentes. Oui, un jour, nous allions les bombarder jusqu'à l'âge de pierre, et le lendemain, nous allons entamer des pourparlers de cesser le feu. Et un jour, on ne peut pas faire confiance à ces gens, et le lendemain, on aimerait conclure un accord, n'est-ce pas? Je pense que c'est une question de guerre psychologique. Il essaie de les déstabiliser. Et je pense que la vérité, c'est quelles concessions leur a-t-il faites au cours des 60 derniers jours? Et d'après ce que je vois, aucune. Il est très clair. Il dit que le grand enjeu, et il l'a encore répété hier, il a dit que la pire chose qui puisse arriver aux Américains, c'est que ces gens obtiennent une arme nucléaire. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les empêcher d'obtenir une arme nucléaire. Contrairement aux autres présidents américains, il est clair qu'il a une option militaire et qu'il est prêt à l'utiliser. Mais s'il a une stratégie viable qui nous amène à ce point sans une guerre totale, surtout avant novembre, vous avez dit auparavant que, vous savez, les Iraniens ne font que gagner du temps. Mais c'est une stratégie stupide si le temps joue contre vous. Et le temps joue contre le régime iranien. Peut-être que le président Trump veut simplement repousser cela jusqu'après les élections de novembre. Peut-être qu'après cela, il sera plus libre de faire d'autres choses, non? Peut-être qu'après novembre, si les prix du pétrole augmentent, cela n'aura plus autant d'importance pour lui, parce qu'il ne sera plus confronté à une élection. Et donc, pour toutes ces raisons, gagner du temps, du point de vue iranien, est une stratégie stupide. Qu'est-ce que cela leur apporte? Plus de pression économique. Il lui reste 2 ans. En 2 ans, le régime peut tomber. En 2 ans, il peut déclencher une guerre totale. En 2 ans, il peut intensifier une guerre d'usure. Le propre d'une guerre d'usure, c'est que c'est comme l'histoire de la grenouille qu'on jette dans l'eau bouillante. Elle va sauter dehors. Mais si vous la mettez dans la casserole et que l'eau, vous savez, chauffe à feu doux, elle ne sait pas qu'elle doit sauter dehors parce que la douleur augmente progressivement jusqu'à ce que la grenouille, vous savez, meure. Et donc, les sanctions, lentement mais sûrement, leur économie s'effondre. Je te demanderai, Routi, que se passe-t-il quand ils ne peuvent plus payer leurs propres soldats? Qu'est-ce qui leur arrive au régime islamique? Quand ils ne peuvent même plus payer les Bassidji et les gardiens de la révolution? N'est-ce pas une stratégie gagnante? Et reconnais qu'après novembre, Trump a peut-être... Quel est le mot? Il aura plus d'options. Rappelle-toi aussi, ils disent qu'il sera un président en fin de mandat après novembre, et surtout s'il a un congrès problématique. Donc ce sont les domaines où il peut réellement apporter des changements, où le président a encore des pouvoirs en matière de politique étrangère. Et donc, après novembre, il a la possibilité de maintenir la guerre d'usure. Il peut l'intensifier ou il peut à nouveau accélérer. Et donc, il a plus d'options. Du point de vue iranien, gagner du temps ne résout rien. D'accord, donc, vous savez, c'est une façon de voir les choses. Et en fait, c'est une bonne façon de voir les choses. Voici le problème. Vous ne tenez pas compte de la mentalité islamiste et vous en parlez comme si ce que vous dites, c'est regardez, vous savez, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et la grenouille dans l'eau bouillante. Mais vous savez, et on n'en est pas sûr. Vous dites que la Russie et la Chine ne leur ont apporté aucune aide concrète. Je n'en suis pas si sûre tout d'abord. Mais ici, j'aimerais aussi dire, je veux préciser quelque chose pour toute personne qui ne le saurait pas à mon sujet, que je dis cela en tant que fidèle partisane du président Trump depuis longtemps. Et c'est pourquoi je me sens capable d'en parler ainsi, avec des critiques, parce que ce n'est pas cohérent. Il y a quelques événements en ce moment au Moyen-Orient qui me déçoivent beaucoup. Parce que justement, ils ne sont pas en accord avec ces actions globales que j'ai soutenues et que je trouvais brillantes. Et maintenant, parlons d'autres domaines liés à l'Iran. Parlons-en, et quand je parle de victoire ou défaite, parlons de Gaza et puis il y a le Liban. Donc, vous savez, parlons Gaza un instant. Il y a une dispute en Israël, un débat, je dirais, entre les personnes qui disent cela. En fait, il y a tout autant de terroristes du Hamas restant à Gaza qu'il y en avait avant le 7 octobre. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que la semaine dernière, Israël est vraiment resté calme concernant la traque des terroristes du 7 octobre et d'autres. Et pendant ce temps, le plus gros problème, c'est que Jared Kushner, le gendre de Trump et son proche conseiller,
Hier, il est allé en Égypte et a rencontré des terroristes et des dirigeants du Hamas. Donc, c'est déjà troublant en soi. Et ce conseil de paix, qui est vraiment, c'est comme un monde imaginaire, parce que le Hamas ne va pas se désarmer. Et de toute façon, le soi-disant régime technocratique qui est censé prendre le relais est rempli de membres du Hamas et du Fatah. Et, vous savez, je ne vois pas du tout comment cela pourrait fonctionner. Mais Jared Kushner s'est rendu là-bas pour essayer de s'entendre avec le Hamas et discuter du désarmement. Et puis maintenant, pendant que nous parlons d'ailleurs, je vais donner la date d'aujourd'hui. Donc, quand cela sortira, vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui le 17 août. Et Kushner, à ma connaissance, pendant que nous parlons, est en route vers Israël pour rencontrer le premier ministre Netanyahou. D'accord. Donc, il n'y a rien de nouveau ici, Ruthie. Je me souviens que dans les premiers mois de l'administration Trump, leur chef de la lutte antiterroriste, non pas de la lutte antiterroriste, mais la personne chargée de la libération des otages détenus par des gouvernements étrangers, a rencontré le Hamas. Et ensuite, pour conclure l'accord concernant les otages, Witkoff a rencontré le Hamas. Il a même parlé d'un moment où, vous savez, il a eu un moment personnel avec l'une des personnes du Hamas avec qui il négociait. Et donc qu'une personne haut placée de l'administration Trump rencontre des membres du Hamas. Donc vous dites que c'est Jared Kushner, c'est le gendre du président, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nouveau que l'administration Trump a un haut niveau et des conseillers proches du président. Witkoff est un conseiller principal. Kushner, qui est un conseiller principal, a rencontré, vous savez, des membres du Hamas. Et là, évidemment, je suis d'accord. Je n'aime pas le goût. Je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas, savez, ça n'est pas bon pour moi. D'un autre côté, c'est au résultat qu'on juge. Oui, si Witkoff, en rencontrant le Hamas, Kushner. Kushner, non, non, la rencontre de Witkoff avec le Hamas a permis de libérer nos otages l'année dernière, n'est-ce pas? Est-ce que ça valait le prix à payer? Et je dirais probablement que oui. Et si Kushner rencontrait le Hamas aujourd'hui, ou plutôt hier, enfin cette semaine, si cela nous aide à obtenir un bon accord à Gaza, maintenant, qu'est-ce qu'un bon accord à Gaza? Les Américains répètent sans cesse que le Hamas doit se désarmer. Le Hamas doit rendre toutes ses armes, sinon... Et peut-être qu'ils ont besoin d'une sorte de solution pour sauver la face. Ils subissent aussi beaucoup de pression, comme les Iraniens. Donc ces négociations continuent. Je ne pense pas que quelqu'un à la Maison-Blanche se fasse des illusions sur le Hamas. Nous avons vu comment, lorsque Trump parlait aux otages libérés, Trump a dit, vous savez, ils sont à Gaza dans des conditions terribles. Et il n'y avait pas un seul Gazaoui qui les a aidés, n'est-ce pas? Je pense qu'il se fait très très peu d'illusions, n'est-ce pas? Évidemment, il veut peut-être la paix et la tranquillité. Peut-être qu'il veut simplement mettre Gaza de côté, peu importe ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais je ne le vois pas céder sur la question nucléaire iranienne. Et je ne le vois pas non plus céder sur la question du désarmement du Hamas. Maintenant, si le Hamas a besoin de sauver les apparences, comme ils disent, il y a eu cette information en provenance de Gaza, relayée par les médias arabes, ont-ils dit. Eh bien, le Hamas veut rester un parti politique qui ne peut exister qu'en tant que force politique, et non en tant que force militaire. Et donc, si cela permet de désarmer le Hamas, est-ce un prix qu'Israël devrait être prêt à payer? Non, Expliquez. parce que c'est un mensonge. Le Hamas n'a pas de bureau politique distinct d'une structure militaire. Non, je Non, sais. non, je sais, le désarmement. Et d'ailleurs, le plan en 15 points que Netanyahou vient de rejeter, d'accord, c'est le Hamas. C'est déjà une version édulcorée du plan en 20 points qui était aussi mauvais. Mais celui-ci est vraiment mauvais parce qu'il est très vague dans la formulation sur les armes à désarmer, peut-être pas les armes défensives. Et il ne quitte pas Gaza. Elles vont être stockées avec d'autres terroristes pour les surveiller. Non, et le Hamas ne se désarmera pas, parce que s'il le faisait, il ne serait plus le Hamas. Voici le plus gros problème. Tous ces pays, dont le Qatar, je n'ai pas la liste sous les yeux, ont publié un communiqué, y compris les Émirats la arabes Jordanie unis et avec la l'Égypte. Jordanie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Pourquoi je les mentionne? C'est dommage parce que nous avons signé les accords d'Abraham avec eux et ils se sont montrés de très bons amis envers nous. Ils se sont tous ligués contre Israël. Ils ont publié cela juste au moment où Kushner allait rencontrer le Hamas. Ce timing n'était pas accidentel. Ils ont publié cette déclaration condamnant Israël parce qu'il fait obstacle à cette paix incroyable qui pourrait se développer à Gaza. Tu sais, peu importe.
Tu sais, c'est facile de retrouver les mots exacts, mais c'est plein de colère. C'est vraiment un acharnement collectif contre Israël en ce moment. C'est ça qui est inquiétant, parce que ce qui se passe, c'est que quand l'Occident, enfin, et là, ce ne sont pas des pays occidentaux qui se sont ligués contre Israël, ils comprennent mieux la mentalité occidentale que l'Occident ne comprend la leur, et du coup, ils savent comment en jouer. Et pendant ce temps, des gens comme Kushner et Witkoff, des Juifs américains ils sont comme les Israéliens avant le 7 octobre, avec cette idée, oui. Non si on fait juste un accord, non si on permet juste ça, et ensuite on leur parle et on dialogue, alors on pourra, alors on les persuadera. Et ça ne fonctionne pas comme ça au Moyen-Orient. Et ça ne fonctionne certainement pas comme ça avec des terroristes assoiffés de sang. Donc je ne dis pas maintenant, tu pourrais dire. D'accord. Écoute, nos ennemis, tu pourrais toujours dire ça, nos ennemis nous sauvent toujours. Parce qu'au final, on dit toujours, s'il vous plaît, ayez un État palestinien. S'il vous plaît, prenez notre terre. S'il vous plaît, faites ceci. S'il vous plaît, faites cela. Et tout ce qu'ils font, c'est dire non merci. Et puis, ils se font exploser dans des bus israéliens et des choses comme ça. Ou, tu sais, ou comme il y a 25 ans, tu sais, allons nous écraser contre les tours jumelles. C'est ainsi qu'ils répondent à la pensée libérale occidentale. Maintenant, nous aimons la pensée libérale occidentale. Nous voulons être cela. C'est bien. Ces gens-là sont les méchants. L'Occident n'est pas le méchant. Mais écoutez, si vous, complices du mal, finissez par en être les partenaires. Et moi, c'est pourquoi je demande à Trump de ne pas perdre de vue cela. Je comprends ce que vous dites. Il n'a encore rien fait, mais la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est parce que l'ennemi ne le laisse pas faire. C'est ce qui m'inquiète en ce moment. Et vous dites que pour les armes nucléaires, on verra. Cela reste à voir. Nous n'en sommes même pas encore arrivés aux armes nucléaires parce que vous savez quoi? De plus, il nie. Non, nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Tout comme le Hamas a dit. D'accord, nous allons nous désarmer. Non, ils ne le feront pas. Ils ne se désarmeront pas. Et nous devons rester vigilants. D'accord, Maintenant, oui, une seconde. arrêtez-vous là. Vous avez été, je veux répondre, vous avez dit qu'ils ne se désarmeront pas. Et je ne suis pas en désaccord. Je pense qu'il y a de fortes chances que le Hamas ne se désarme pas. Ils refuseront de se désarmer. Parce que, tout d'abord, je pense qu'ils craignent beaucoup que s'ils abandonnent leurs armes, ils soient massacrés par les autres Gazaouis qui sont furieux contre eux. Oui, ils n'auront aucun contrôle. Et toute l'idée qu'il ne soit qu'un parti politique sans armes, ils vont aussi, vous savez, c'est une région difficile du monde, sans armes, ils meurent, n'est-ce pas? Donc je suis vraiment, vraiment cynique et sceptique quant au fait qu'ils abandonnent un jour réellement leurs armes. Mais s'il y a des négociations en cours basées sur l'hypothèse qu'ils se désarment, pourquoi Israël devrait-il jouer les troubles-fêtes puisque nous ne croyons pas qu'ils se désarmeront un jour, de toute façon? En d'autres termes, s'il y a un contexte, n'est-ce pas, où Trump a conclu cet accord, et nous sommes d'accord avec cet accord. Maintenant, j'ai tendance à penser, et nous en avons discuté la semaine dernière, et depuis la semaine dernière, rien ne s'est passé sur ce sujet. Rappelez-vous, Netanyahou a déclaré publiquement: je refuse d'accepter les 15 points. Et il n'avait pas à les accepter de toute façon, parce que c'était un accord conclu entre le Hamas et le Conseil de la paix. Israël n'en faisait pas partie. Nous n'avons pas signé un accord pour ensuite nous rétracter. Nous ne faisions pas partie de l'accord. Et nous disons que nous l'avons rejeté. Et puis, un journaliste, comme vous vous en souvenez, a demandé à Trump à Washington s'il avait une réaction au fait que Netanyahou avait rejeté son accord. Il a répondu, et puis Trump a dit: je reviendrai vers vous à ce sujet, en gros. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et cela fait plus d'une semaine, ou peut-être juste une semaine. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que cela me laisse penser qu'il y a une certaine coordination. Parce que si Trump voulait dire quelque chose de méchant sur Netanyahou, il le pourrait. Ça lui donnerait l'air dur. Il est sous pression, vous savez, il l'a déjà fait par le passé. Il pourrait le faire maintenant. Qui sait? Il pourrait le faire après la réunion avec Kushner. Tout ce que je dis, c'est que jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Et cela me laisse penser qu'il y a plus de compréhension entre Netanyahou et Trump sur ce sujet qu'il n'y paraît. Et un accord assorti de conditions dès le départ. En d'autres termes, rien ne se passe à Gaza à moins que le Hamas ne se désarme. Je ne pense pas qu'Israël ait du mal à être flexible, parce que rien de ce que nous promettons de faire n'arrivera à moins que le Hamas ne se désarme. Et donc, je pense que cela fait partie de la négociation dans le monde réel, n'est-ce pas? Peut-être que nous pouvons faire preuve de flexibilité parce qu'il n'y aura aucune raison pour nous de le faire, car nous pouvons dire, s'il se désarme, nous sommes prêts à faire C. Et s'il ne se désarme pas, nous ne faisons ni A, ni B, ni C. Je ne vois pas où est le problème. Au contraire, pour Israël, c'est l'occasion de montrer qu'il n'est pas celui qui dit non, non, non automatiquement à tout. Surtout de dire non, non au plan des États-Unis qui dépendent du désarmement du Hamas.
Marc, d'accord. Avant que nous passions au Liban, qui est aussi une zone cruciale dont nous devons parler, j'aimerais juste mentionner quelque chose qui s'est passé à Gaza ces 10 derniers jours. Ou comme tu veux le dire, tu sais, Israël, pourquoi devons-nous simplement, tu sais, dire non automatiquement? Laisse-moi te dire ce qui est pire que de dire non automatiquement. C'est pire que nous disions non automatiquement et qu'ensuite, en fait, nous nous laissions vraiment les mains liées. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Gaza. Tu dis, oui, nous venons d'éliminer 2 autres commandants du Hamas. Laisse-moi te dire quelque chose. L'un d'eux était du djihad islamique? L'un d'eux était du djihad islamique. Correct. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un char israélien, est passé sur une mine que le Hamas avait placée là. Il y a encore des tunnels. Il y a encore des terroristes. Pas seulement des terroristes, mais des terroristes du 7 octobre, que nous avons cessé de traquer depuis une semaine et demie. Et les observatrices de terrain, les jeunes femmes qui, avant le 7 octobre, ont averti et averti que le Hamas s'entraînait, que le Hamas s'approchait de la clôture. Et elles ont averti. Et on leur a dit, tais-toi, non, non, tais-toi. Et le Hamas est dissuadé. Ces mêmes observatrices de terrain ont de nouveau lancé des avertissements. Parce que le Hamas s'est approché de ce que nous appelons la ligne jaune, l'a même franchie et a volé. Tsahal, c'est-à-dire les forces de défense israéliennes, pour ceux qui ne le savent pas, du matériel de Tsahal, que c'est très, très dangereux. Et en fait, tu as dit oui. Netanyahou a dit non. Mais lui et son ministre de la Défense ont donné des instructions à l'armée. Et le chef de l'armée, le chef d'état-major de l'armée, notre ministre de la Défense et notre premier ministre ont essentiellement dit calmons un peu les choses, parce qu'on ne veut pas s'attirer les foudres de la Maison-Blanche. Maintenant, tu pourrais être d'accord pour dire que c'est une bonne politique de ne pas s'attirer les foudres de la Maison-Blanche. Je ne suis pas d'accord dans un cas où cela met en danger des soldats de Tsahal. Là, je ne suis pas d'accord. Mais bon, on pourrait défendre ce point de vue. Mais ne faisons pas semblant que Netanyahou a simplement dit non. Il a dit non, mais il n'agit pas comme s'il disait non. Pas complètement. Arrête un instant. Toute cette grande histoire que tu sais que certains des critiques et ennemis d'Israël et ainsi de suite répètent, c'est qu'Israël doit se retirer. C'est la grande question. Israël doit se retirer de Gaza. Quand le Hamas remet quelques armes avant de se désarmer complètement, c'est ça la grande question, non? L'idée, c'est qu'ils abandonnent quelques fusils, puis Israël recule de quelques mètres, et ils abandonnent, et ça, Israël n'acceptera pas. Et nous ne devrions pas accepter non plus. C'est exact. Ce que tu soulèves est une question différente, qui consiste à dire que nous restons là où nous sommes, mais que nous avons accepté, comment ils appellent ça, tacitement, oui, pas publiquement, que nous n'allons pas être trop agressifs sur ce qui se passe de leur côté de la ligne jaune. Et ici, je veux dire quelque chose parce que je sais comment ça fonctionne dans le monde réel, tu vois. Disons qu'il y a un criminel du 7 octobre qui est de leur côté de la frontière, tu vois. Donc maintenant, nous allons attendre une violation qui arrivera, et puis soudainement, il sera frappé en réponse à quelque chose qu'ils font. En d'autres termes, l'idée qu'Israël a soudainement renoncé à éliminer les cibles du Hamas, c'est comme au Liban, ce dont nous parlerons dans un instant. Que si le Hamas provoque, si des combattants du Hamas franchissent la ligne jaune de notre côté, cela nous donne l'occasion de riposter et de riposter durement. Et riposter durement n'a pas besoin d'être immédiat. Cela peut être un jour plus tard. Cela peut être quand tout est prêt, quand tous les éléments sont alignés pour que nous puissions frapper, pour ainsi dire. En d'autres termes, est-ce que je préférerais avoir une totale liberté de manœuvre? Bien sûr que oui. Et Israël n'a pas renoncé à cela. Mais je pense vous savez, dans toutes les opérations de combat, il y a un théâtre d'opération. Il y a toujours des limites que vous vous imposez ou que la communauté internationale vous impose. Et donc, encore une fois, on ne demande pas à Israël de se retirer de la ligne jaune. Et s'il est vrai qu'Israël se voit demander de limiter son comportement, le simple fait que ces derniers jours nous ayons éliminé des commandants terroristes de haut rang à Gaza montre que cela reste soutenable pour Israël. S'ils franchissent la ligne jaune et qu'ils volent notre équipement, c'est une violation. Ils n'ont pas le droit de faire ça, et nous avons le droit de riposter. Et nous pouvons, vous savez, nos services de renseignement surveillent en permanence où se trouvent leurs hommes et où nous pouvons riposter. Vous me dites qu'on ne peut pas faire exploser un tunnel aujourd'hui? Bien sûr qu'on peut faire exploser un tunnel aujourd'hui, en représailles à ceux qui le font. Et donc, encore une fois, je cite maintenant la célèbre Ruti Bloom, n'est-ce pas? Au final, ils nous donneront les raisons de faire ce que nous devons faire. Donc tu dis que ça pourrait être fait aujourd'hui et pas demain. Mais d'accord, quand on mène une guerre, il faut aussi être patient. J'ai déjà félicité le président Trump à propos du dossier iranien en disant « D'accord, je peux gagner ça ».
Le temps joue en ma faveur. Israël contrôle maintenant 60% de la bande de Gaza, peut-être plus. Peut-être que le temps n'est pas contre nous. Hamas, tu as raison. Je veux dire, il y avait ce rapport. Ça vient souvent de gens qui n'aiment pas le gouvernement, oui, en Israël. Un rapport disant que le Hamas a autant de combattants qu'il en avait le 7 octobre. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est un reportage bidon, selon n'importe quel critère objectif. Le Hamas, en tant que machine militaire organisée, n'est plus qu'une ombre, une fraction du nombre, un éclat d'une fraction du nombre de ce qu'ils étaient auparavant. Leur machine militaire a été détruite. La meilleure preuve de cela, c'est que lorsque nous éliminons un haut dirigeant du Hamas, auparavant nous recevions des missiles sur Israël. Maintenant, il n'y a soudainement plus de missiles, parce qu'ils nous aiment soudainement, parce qu'ils ont lu l'État juif de Herzl et sont devenus sionistes. Non, la dissuasion israélienne fonctionne et ils sont faibles. Nous suivons une stratégie gagnante et nous pouvons, dans certaines limites bien sûr, nous pouvons avancer sur cette voie. Et je pense que le risque pour Israël est minime. D'accord, j'espère que tu as raison. Mais j'ai complètement changé d'avis à ce sujet. Oui, c'est l'ennemi qui nous donne la légitimité. Mais parce que cela nous a coûté des vies, j'ai changé d'attitude. Non, n'attends pas pour dire très bien, tu fais un accord avec le grand terroriste Yasser Arafat et le lendemain, tu as des attentats suicides partout dans le pays. Non, je ne crois plus que nous devions compter sur la mauvaise volonté de nos ennemis pour nous justifier. Nous avons la justification. Nous l'avons déjà. Maintenant, parlons du Liban, parce que c'est un domaine où il semblait vraiment y avoir des raisons d'espérer. Que le gouvernement libanais et le gouvernement israélien étaient en train de conclure un accord négocié par les États-Unis pour combattre le Hezbollah ensemble avant Israël et permettre à l'armée libanaise de reprendre le contrôle de certaines zones du Hezbollah afin de voir si elle peut réellement gérer cela elle-même sans l'armée israélienne. Maintenant, c'est reparti. Des soldats israéliens, 3, ont été grièvement blessés il y a quelques jours. Le Hezbollah est en train d'intensifier les hostilités. Et selon des experts en qui j'ai confiance, l'Iran a donné l'ordre pour cela, que la République islamique a donné l'ordre pour cela. Ils intensifient et l'armée libanaise ne se porte pas très bien. Mais ce que le gouvernement libanais fait très bien, c'est attaquer à nouveau Israël. Donc je devrais m'inquiéter de tout. Oui, depuis le 7 octobre, il faut rester vigilant. Mais en fait, je vois des choses très positives venant du Liban. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La direction du Hezbollah a été en grande partie éliminée. La machine militaire du Hezbollah a été en grande partie décimée, détruite, vous savez, fortement dégradée. Comme le Hamas, ils ne sont plus que l'ombre, une fraction de l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois dans leur capacité à projeter leur puissance. D'accord, tout cela est factuel. L'une des conséquences négatives de cette très bonne nouvelle, parce que c'est une très bonne nouvelle que le Hezbollah ne soit plus la formidable machine militaire qu'il était autrefois, l'une des conséquences négatives de cela, c'est que les gardiens de la révolution iranienne sont maintenant au Liban et contrôlent directement le Hezbollah. D'accord, ils donnent les ordres, et c'est un affront, non seulement pour Israël, mais aussi pour les Libanais. Il y avait, vous savez, au moins cette prétention dans le passé que le Hezbollah était une organisation libanaise dans l'orbite iranienne, un allié de l'Iran, mais néanmoins une organisation libanaise authentique. Et maintenant, ce mythe est aussi parti en fumée, parce que vous avez des commandants iraniens qui leur disent quoi faire. Mais la trajectoire générale au Liban est très positive. Parfois, il faut serrer les dents et être patient. Et que les choses soient claires. Lorsqu'il y a des violations, ce qui se passe, c'est que l'armée israélienne, les services de renseignement israéliens, ils montent en puissance, ils ont toute une liste de choses qu'ils veulent faire, et quand le Hezbollah rompt le cessez-le-feu et fait ce qu'ils ont fait cette semaine, et comme vous le dites justement, il y a un tas de jeunes Israéliens courageux qui sont à l'hôpital aujourd'hui parce qu'ils ont été victimes de la violence du Hezbollah, oui. Mais au final, tous ces jeunes Israéliens qui servent dans les forces de combat au Liban, ils sont en train de gagner. Et nous sommes en train de changer la réalité. Et je veux vous dire, j'ai parlé récemment à un ami libanais. Je ne dirai pas son nom, je m'excuse. Mais vous savez, il y a des gens en Israël qui disent qu'il faut se retirer du Liban, surtout des gens de gauche. Oui, il faut se retirer. Il a dit que ce serait la pire chose qu'Israël pourrait faire. Un Libanais m'a dit cela, et ce n'est pas un chrétien, je veux que vous le sachiez. Il vient d'une des autres communautés. Il m'a dit que la pire chose qu'Israël pourrait faire pour le Liban serait de se retirer du Liban trop rapidement. Pourquoi? Parce que, au cours de l'année écoulée, et même plus, au cours des 2 dernières années,
nous avons érodé le pouvoir du Hezbollah, ce qui est bien sûr bon pour Israël, mais c'est aussi très bon pour le Liban. Il dit que si Israël se retire rapidement du Liban, et je pense que l'administration Trump le comprend parce que nous avons vu hier leur ambassadeur au Liban, quand on lui a demandé si Israël devait se retirer de la zone de sécurité, il a répondu non. La première chose qui doit arriver, c'est que le Hezbollah doit être désarmé. Cela me donne une raison de croire que l'administration Trump garde l'œil sur l'essentiel, qu'elle comprend ce qui se passe. Parce que, comme mon ami libanais me l'a dit, si Israël se retire du Liban, ce sera perçu comme une victoire pour le Hezbollah. Et donc, tout ce que nous avons fait pour réduire leur pouvoir et leur influence au Liban, s'ils peuvent revendiquer une victoire, ce n'est pas bon. Mais je pense que la trajectoire générale, Routi, est bonne. Maintenant, tu peux être, comme je l'ai déjà dit dans le podcast, et je ne veux pas être offensant, tu peux être Madame Catastrophe, oui. Et je pense que c'est juste. Il est important qu'une Russie Bloom soit là, tu sais, pour annoncer les mauvaises nouvelles et ce dont nous devons nous préoccuper. Mais je pense qu'il est important de prendre une grande inspiration, de regarder la réalité et de dire « Écoute, les choses sont bien meilleures qu'avant ». Je te poserai la question suivante. La situation à Gaza aujourd'hui est-elle bien meilleure pour Israël qu'il y a un an? Et la réponse est oui. La situation au Liban aujourd'hui est-elle bien meilleure qu'à la même époque l'année dernière? La réponse est oui. La situation avec l'Iran est-elle bien meilleure qu'à la même époque l'année dernière? Oui. Dans l'ensemble, la trajectoire est bonne. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à chercher les mines dans l'eau. Nous devons le faire. Nous devons rester concentrés. Mais sombrer dans le pessimisme, Routi, ce n'est pas la bonne stratégie. D'accord. Donc, juste pour finir sur cette note, d'accord? Tu as absolument raison. Les choses vont mieux à tous les égards. Elles vont mieux, d'accord? Peut-être pas pour le peuple iranien, parce que, encore une fois, ils sont exécutés et tués. Et ils sont en difficulté. Et je veux redire, comme je tiens toujours à le souligner dans cette émission, nous n'avons pas oublié le peuple iranien. Et ce sont eux les véritables victimes dans cette situation ils doivent être secourus. C'est mieux pour tout le monde, pas seulement pour eux. C'est mieux pour le monde de les débarrasser de ce régime dégoûtant et d'avoir une société qui puisse s'épanouir, comme le peuple iranien en est capable. Ils sont intelligents, ils sont ingénieux et ils ne peuvent pas être oubliés. C'est une chose. Mais laissez-moi juste finir. Je vous explique pourquoi je suis comme ça. Mon pessimisme vient précisément du fait de dire « nous avons eu toutes ces victoires ». Tout ce que vous dites est vrai. Le Hamas est affaibli. Le Hezbollah est affaibli. L'Iran est affaibli. Et maintenant, l'Occident arrive, avec l'aide de nombreux pays arabes. Dire qu'Israël est un obstacle est juste. Quand vous êtes en train de gagner, ce n'est pas le moment de dire « d'accord, on abandonne ». Ce n'est pas le moment de négocier avec les gens que vous êtes en train de vaincre. Ce n'est pas le moment. Il faut aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ce que tu as dit à propos de ton amie libanaise est absolument vrai. Et c'est pourquoi je suis furieuse contre le président Joseph Aoun, qui transforme sans cesse cela en Israël est le méchant et doit partir. D'accord. Dis merci à Israël de t'avoir aidé à vaincre ces gens qui sont aussi tes ennemis. Et je dirais, parce que notre programme s'appelle Israel and Diplomatic, et je peux dire toutes les choses que je n'aurais pas dites quand j'étais diplomate israélien. Mais je dirais aussi au président du Liban, tu ne serais pas président du Liban sans Israël. Et je dirais au premier ministre du Liban et au ministre des Affaires étrangères du Liban, vous ne seriez pas à vos postes sans les FDI. Parce que lorsque le Hezbollah était au pouvoir, avant que tout cela ne commence, ils avaient un droit de veto. Et ils ne vous auraient jamais permis d'assumer ces fonctions. Le fait que le Liban soit aujourd'hui plus indépendant qu'il ne l'a été à n'importe quel moment de la dernière génération, c'est parce que le Hezbollah a été sérieusement affaibli, et cela, c'est grâce à Israël. Et peut-être que vous ne pouvez pas le dire publiquement, mais je vous le dis en privé, et admettez-le. Vous ne seriez pas président du Liban aujourd'hui sans qu'Israël ait frappé et réduit le Hezbollah. Vous êtes là uniquement parce que le Hezbollah a été décimé, et ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est nous qui l'avons fait. Absolument. Et donc, d'ici la semaine prochaine, je vais juste mentionner une autre chose qui se passe aujourd'hui, le 17 août. Et lors de notre prochain podcast, nous connaîtrons les résultats. Le parti du premier ministre Netanyahou, le plus grand parti à la Knesset, organise des élections primaires. Et on saura alors quelle sera la liste du Likoud, la liste du parti Likoud. Et cela aura également un impact sur les élections nationales du 27 octobre. Donc, ce sera intéressant, on pourrait en parler. On commencera à parler davantage de la politique israélienne à la fin de chaque émission, si on peut le faire. J'ai hâte de le faire. À la semaine prochaine, Ruthie. À bientôt!